Il y a quelques semaines, le monde de l'IA a été chamboulé par l'arrivée d'un petit nouveau, OpenClaw. Un assistant personnel complet, open source et qui vit sur ton ordinateur. En quelques jours, les réseaux sociaux se sont enflammés et le projet a atteint, les amis, plus de 180 000 étoiles sur GitHub, ce qui est titanesque. Maintenant, qu'est-ce qui a fait la réussite de cet assistant ? Sa liberté, sa flexibilité, son système de mini-applications, ce qui permet d'agrandir l'écosystème, et son système de mémoire ultra poussé. Mais attends, je disais quoi déjà dans mes vidéos précédentes ? Il y a quelque chose que je retiens qui m'a vraiment énormément plu, c'est ce concept d'App Store pour que n'importe qui puisse télécharger justement cette mini-application et le connecter à sa propre IA. Avoir un assistant IA qui déjà retient tout, ce qui va lui permettre de nous connaître parfaitement, mais qui en plus de ça va avoir une personnalité et va pouvoir faire évoluer sa personnalité selon ce qu'on a vécu ou selon nos préférences. Et oui les amis, on s'est fait devancer. Bon les amis, aujourd'hui on repasse côté Jarvis, voilà, et j'étais obligé évidemment de faire une vidéo sur OpenClaw et sur l'impact que ça va avoir sur le projet parce que forcément ça redistribue les cartes. Donc en effet, voilà, il y a cet outil qui est apparu récemment et qui a eu un buzz intersidéral, voilà, sur le monde de l'IA. Maintenant, plusieurs m'ont fait la remarque et m'ont demandé si j'étais pas du coup un peu dégoûté. Forcément au début ça fout un peu le seum, tu te dis putain si je m'étais bougé, peut-être que ça aurait pu être moi à la place de ce projet. Mais au final quand tu prends du recul, en fait c'est ultra bénéf. Ça prouve surtout que si un projet comme ça explose, c'est qu'il y a un vrai marché. Et donc au final, pour notre projet Jarvis, c'est une confirmation énorme. On n'a plus qu'à développer notre solution selon notre vision et le marché sera entre guillemets déjà prêt. Et justement, en parlant de vision, OpenClaw c'est vraiment génial, mais il y a quand même des sacrés points faibles. Et face à ces points faibles, il y a d'autres repos, d'autres projets qui se sont développés, un peu des forks justement d'OpenClaw, pour venir combler un peu ces points faibles ou ces divergences de vision. Et il y en a notamment deux qui ont attiré ma vision, qui sont NanoClaw et Nanobot. Et du coup, moi, ce que j'ai fait dans le cadre du projet Jarvis, c'est que j'ai vraiment approfondi ces trois projets. J'ai étudié leur architecture, leurs points clés, leur positionnement, leurs choix stratégiques. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on démonte chaque repo un par un pour qu'on comprenne la philosophie et l'architecture derrière chacun d'entre eux et qu'à la fin on retienne le meilleur et on fasse nos propres choix stratégiques pour la nouvelle architecture de Jarvis. Et le tout évidemment avec notre contrainte numéro 1 que ces projets-là n'ont pas, qui est la vitesse d'exécution. Parce que oui, pour rappel, on ne bute pas un chatbot de bureau mais un assistant vocal en temps réel et donc ça forcément, ça change la donne. Commençons par OpenClaw. Alors OpenClaw, si tu vis dans une grotte, c'est l'assistant IA ultime. Développé et sorti il y a quelques semaines selon un certain Peter Steinberger, il a retourné en quelques jours tout l'écosystème IA mondial. Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial, vous allez me dire ? Eh bien, c'est un assistant que tu installes sur ton ordi et qui a absolument accès à toute ta machine. Que ce soit tes applis, tes fichiers, tes dossiers, tes outils, absolument tout peut être utilisé par cet assistant. Et tu peux même lui brancher de nouveaux modules développés sur mesure pour encore augmenter ses capacités. Tu commences à comprendre, l'IA n'est plus enfermée dans une fenêtre de chat, elle vit vraiment sur ton ordinateur. Et en plus, ce truc se permet vraiment de prendre des initiatives et est vraiment autonome. Par exemple, tu peux lui donner une liste de tâches et de missions à faire le soir et le lendemain matin, tu vas te réveiller. La plupart des missions auront été réalisées. Tu vas recevoir un petit rapport sur tout ce qui a été fait. Donc ça, c'est vraiment ouf. Bref, pour ceux qui n'avaient pas suivi, vous êtes maintenant un peu au courant. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on comprenne vraiment comment ça fonctionne, tout ce bazar. Parce qu'au final, il y a plein de vidéos sur comment utiliser OpenClaw, quel impact OpenClaw a sur le monde, finalement. Mais il y a relativement peu de vidéos qui expliquent vraiment en profondeur comment le système fonctionne, alors que c'est ultra intéressant. Et en plus, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Laissez-moi vous conter le fonctionnement d'OpenClaw. Déjà, il faut savoir qu'OpenClaw, on peut lui parler de différentes manières via différents channels, que ce soit sur Discord, sur Telegram, sur WhatsApp, sur la web app OpenClaw. Bref, il y a plein de canaux que vous pouvez setup pour lui parler. La deuxième chose, c'est qu'OpenClaw, vous l'installez vraiment sur votre ordi. Vous téléchargez le repo et vous allez avoir un setup guidé, mais il faut savoir que le truc tourne vraiment sur votre ordinateur. Donc, imaginons maintenant que vous lui envoyez un message WhatsApp pour lui dire, par exemple, récupère toutes mes notes sur mon ordi et fais-moi-en un résumé.
voici ce qui se passe. Pour commencer, le premier bloc, c'est l'adaptateur de channel. C'est tout simple, en fait, vu qu'on peut discuter avec OpenCloud, il y a différents channels, donc Discord, WhatsApp, etc. Et ben, il faut un adaptateur qui va venir standardiser les réponses pour la suite du process, et c'est le rôle de ce premier bloc. C'est tout simple, on passe directement à la suite, et justement, la suite, c'est un bloc majeur d'OpenCloud, c'est le gateway. Il faut savoir que dans OpenCloud, tu peux avoir différentes sessions. Tu vois, dans ChatGPT, aujourd'hui, tu peux ouvrir une nouvelle conversation, il garde en mémoire les choses qu'on s'est dit dans des conversations passées, mais en règle générale, ça va être une toute nouvelle conversation et ça va permettre d'aborder un nouveau sujet. Et bien de la même manière, dans OpenCloud, tu peux avoir différentes sessions pour différentes tâches. Par exemple, si tu veux travailler, je sais pas, sur le marketing de ta boîte et à côté sur le développement de ta nouvelle application, bah, tu vas pouvoir créer 2 sessions différentes. L'autre sujet, c'est que la façon dont sont gérées les tâches sur ces sessions, donc imaginons que tu envoies plusieurs tâches à faire sur une même session, et bah, il faut savoir que ces tâches sont sérialisées par défaut. En gros, tout simple, ça veut dire qu'en fait, elles vont être mises en file d'attente. Ça va pas être de l'asynchrone, elles vont pas être réalisées en même temps, elles vont vraiment être mises en file d'attente pour être réalisées les unes après les autres. Et donc en fait le rôle du gateway, ça va être justement de recevoir les messages, de les rediriger vers la bonne session et après de les placer dans ce qu'on appelle des queues ou des lanes. Et donc ça c'est les fameuses files d'attente qui permettent de gérer les actions ou les tâches les unes après les autres par l'agent qu'on verra par la suite. À noter qu'il y a une queue par session, c'est-à-dire que si tu envoies une tâche dans 2 sessions différentes, pour le coup elles peuvent être réalisées en parallèle. Et à noter que certaines actions peuvent être réalisées en parallèle, mais ça va être précisé explicitement par le gateway et ça va être pour des tâches très précises comme de l'indexion, du scrapping ou des cron jobs. Bref, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que du coup, dans OpenCloud, il y a un système de serializing, je sais pas si ça se dit. En gros, les actions sont gérées les unes après les autres. Donc le gateway, il est vraiment responsable de gérer toute cette logistique de requêtes et les renvoyer aux bons endroits. Une fois le gateway passé et la requête envoyée vers la bonne session et placée dans la queue, on passe à l'agent runner. En gros, lui, son rôle, il est simple, c'est de structurer tout ce qu'il faut pour l'IA. Donc il va choisir le modèle, est-ce que tu veux faire tourner le truc en local, est-ce que tu veux utiliser telle ou telle API, il va vérifier les clés API, imaginons que tu as mis une clé API pour OpenAI, une clé API pour Mistral, lui il va être capable de tester la clé API OpenAI et si elle fonctionne pas, de repasser sur Mistral. Il va aussi structurer le prompt système de façon dynamique avec la liste des outils disponibles, les skills, la mémoire, etc. etc. Bref, c'est un orchestrateur qui va tout organiser pour envoyer les bonnes informations ensuite à l'IA. À noter aussi qu'il y a un truc intéressant, c'est le contexte window guard. Et en gros, ça sert à quoi? C'est que si aujourd'hui, tu vois, l'historique est beaucoup trop gros, en fait, le contexte window guard va être chargé de résumer cet historique pour réduire la fenêtre de contexte et donc gagner de la place pour ensuite passer toutes ces informations à l'IA. Enfin, une fois cette étape terminée, on passe à la partie agent IA. Alors les amis, avant cette vidéo, je m'étais jamais renseigné sur comment ça fonctionnait en profondeur un agent IA. J'en avais déjà codé avec des frameworks, je savais que c'était des histoires de tools, de mémoire, etc. Mais voilà, j'avais jamais vraiment approfondi le sujet pour comprendre en détail comment ça fonctionnait. Et dans le cadre de cette vidéo, j'ai commencé à creuser. Voilà, j'ai creusé, j'ai pris ma pelle, j'ai creusé les gars. Et les amis, j'ai découvert un iceberg. J'ai découvert un putain de fucking iceberg les gars. J'ai découvert des dingueries à propos des agents IA que je ne suspectais pas. Et donc je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment fonctionne un agent IA, ni comment fonctionne l'agent IA d'OpenCloud. Mais par contre les amis, bon voilà, petit spoil, je vais vous faire une vidéo dédiée dans laquelle je vous expliquerai comment fonctionnent les agents IA de A à Z. Voilà, petit spoil les gars, il y a une masterclass agent IA qui arrive bientôt, donc restez connectés parce que ça va envoyer du lourd. Bref, en tout cas, voilà, on a toute l'étape agent IA qui va se charger de répondre à la requête du client. Et ça nous permet de passer à la 5e brique qui est donc la réponse. Une fois donc les tâches réalisées et la réponse renvoyée par l'agent IA, bah tout simplement cette réponse va repasser par le même chemin que la requête initiale. Le texte est découpé en petits morceaux qui sont donc des chunks. Voilà, pour ceux qui suivent la chaîne, vous commencez à connaître les termes. On repasse par l'adaptateur de channel mais qui fait le travail inverse et ça permet de vous répondre en temps réel sur le channel avec lequel vous l'avez contacté. Donc dans notre cas,
WhatsApp. Point important à noter, c'est que chaque session est enregistrée et en fait, quand vous avez un nouvel échange de messages, tout cet échange va être stocké dans un fichier JSON avec notamment du coup les messages échangés, mais aussi les tâches réalisées. Et ça permet ensuite, quand vous renvoyez un message, de reconstruire la session proprement par la suite. C'est simple, c'est basique, mais ça fonctionne très très bien. Et donc en résumé, vous l'aurez compris, mais OpenClaw c'est pas un agent IA ou un assistant, c'est un pipeline. Un message rentre, le système l'organise, l'IA réfléchit, déclenche des actions au besoin et ça finit par ressortir. Et donc le vrai produit, ce qui fait vraiment la force d'OpenClaw au final, c'est tout ce système d'orchestration de A à Z. Maintenant, il y a 3 choses sur lesquelles je voudrais revenir très rapidement. Déjà, ce qui a fait une grande partie de la réussite d'OpenClaw, c'est la mémoire. Et pourtant, vous allez voir, c'est un système hyper simple. Je fais que dire que tout est simple dans cette vidéo, mais c'est le cas les gars, tout est simple. Bon, sachez qu'il y a 2 niveaux de mémoire. Le premier niveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le JSON dans lequel on va noter tous les messages et qui permet de reconstruire la session par la suite. Ok, ça je ne réexplique pas. Et le deuxième niveau, c'est la mémoire plus long terme. Ce qui se passe, c'est que le LLM a tout simplement un fichier Markdown qu'on appelle memory.md et dans lequel il va inscrire toutes les infos importantes qu'il retient. Donc en fait, c'est juste un Word dans lequel il écrit les nouvelles infos. Ouais, c'est ça la mémoire d'OpenClaw. Mais attention, il y a une petite subtilité quand même, je vous rassure. Mais maintenant, il faut aller chercher les informations dans ce fichier. Si l'IA devait relire à chaque fois tout le fichier avec toutes les informations, ça serait beaucoup trop long. Si vous avez un fichier de 2 pages, ça va. Mais si vous commencez à avoir plusieurs fichiers de 200 pages, là, ça devient l'enfer et les requêtes vont être beaucoup trop longues à être répondues. Et donc, c'est là qu'entre en jeu SQLite. Ce qui va se passer, c'est qu'OpenClaw va construire automatiquement une sorte d'index dans une petite base de données SQLite. Et pour faire ça, le fonctionnement est très très simple. En fait, il va lire le fichier Markdown, le découper en petits morceaux ou en bouts de phrases qu'on appelle donc des chunks et enregistrer justement ces phrases dans la base de données SQLite structurée. Et donc pour chaque morceau, il va stocker 2 choses en parallèle. Le texte du morceau, il va vraiment stocker l'ensemble du texte, ok ? Que ça soit bien clair, il stocke l'ensemble du texte, mais également la version vectorisée de l'extrait de texte. Donc il va vectoriser, voilà, avec de l'embedding, pour ceux qui connaissent, ce truc de texte pour pouvoir le mettre dans une base de données vectorielle. Et donc ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à faire 2 types de recherches. D'un côté, il va pouvoir faire des recherches par mots-clés, et de l'autre côté, il va pouvoir faire de la recherche vectorielle, donc de la recherche selon le sens de la phrase. J'explique pas comment ça fonctionne, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'implémente justement 2 types de mémoire sur Jarvis. Je vous invite à aller la voir pour comprendre comment fonctionne la vectorisation. Mais du coup, il va faire ça et ensuite, il va faire la moyenne de ces 2 recherches. Là, tu peux jouer sur la pondération et sur l'importance de chacune, mais il va faire une moyenne et ça va permettre de retrouver un souvenir de façon ultra rapide. Et donc, au final, le fichier Markdown, c'est toutes les infos de base que tu peux modifier. Et la base SQLite, elle contient les mêmes informations. Oui, elle contient les mêmes informations, mais découpées et indexées pour que l'agent puisse retrouver en 20 millisecondes l'extrait que tu cherches au lieu de se taper tout le fichier. C'est là que j'ai un peu bugué. Je me suis demandé pourquoi finalement on gardait pas que la base de données au lieu de faire un fichier Markdown et ensuite une base de données dans laquelle on va mettre la même chose. Eh bien, pour 2 raisons. Déjà, pour la lisibilité et pour le contrôle humain. Le fait d'avoir un fichier unique, ça permet de modifier les informations de façon beaucoup plus simple qu'une base de données. Et l'autre point, c'est que ça permet aussi une reconstruction facile. En fait, si ta base SQLite se corrompt ou si tu changes de plugin ou de provider de mémoire, le fait d'avoir un système basé sur tes fichiers permet de reconstruire l'index à partir de ce qui est écrit sur le disque. Et donc, tu l'auras compris, à chaque fois que notre IA met à jour le fichier Markdown, automatiquement, on a un script qui va mettre à jour la base de données SQLite et faire tout ce qu'il faut faire. Ok? Très rapidement, 2 derniers points que je voulais aborder. Le premier, c'est déjà la prise d'initiative. Il est capable, par exemple, tous les matins, d'automatiquement te donner un résumé de ce qui s'est passé la nuit ou de ce qu'il a fait. En réalité, c'est pas du tout compliqué. C'est tout simplement parce qu'il y a différentes façons de réveiller un système. Tout à l'heure, je vous ai parlé du gateway, qui est donc un routeur de trafic. Et bien, ce gateway, il peut recevoir différents types de messages. Évidemment, il y a les messages classiques, donc il va recevoir via Discord, via WhatsApp, c'est les messages textuels que vous lui envoyez. Mais il y a aussi 2 types de messages, notamment des déclencheurs automatiques. Et parmi ceux-là, il y a les heartbeats. Ça, c'est des déclencheurs tous les X minutes. Donc par exemple, toutes les 30 minutes, on lui demande de faire quelque chose. Il y a les crons, ça c'est un peu comme une alarme, on va dire.
Toi, tu définis une heure, par exemple 8h du matin, et tous les matins à 8h, l'agent va devoir réaliser une opération en particulier, hein, c'est toi qui fournis les consignes à chaque fois. Il y a les classiques webhooks, donc ça c'est quand une appli externe appelle OpenClaw. Donc par exemple, si vous avez une boutique en ligne et que vous avez du SAV, à chaque fois que vous recevez un message d'un client, ça peut activer ce webhook et déclencher une action réalisée par OpenClaw. Vous pourriez imaginer par exemple qu'OpenClaw réponde automatiquement au message de ce client. Et enfin, il y a les internal hooks. Ouais, je suis un peu ricain les gars. Et ça c'est comme les webhooks, mais pour des événements internes au système. Typiquement un changement d'état, une tâche terminée, un fichier qui change, un truc qui se met à jour. Bref, tous ces éléments peuvent déclencher une réaction. En tout cas, vous pouvez programmer ça. Et donc tous ces éléments peuvent déclencher un workflow OpenClaw. Et du coup, en réalité, il n'y a pas vraiment de prise d'initiative, c'est juste que derrière, c'est de l'automatisation. Il suffit que vous programmiez que pour tel événement, ça va déclencher un workflow et OpenClaw va devoir réaliser telle action et dans ce cas-là, ça peut donner cette sensation de prise d'initiative. Finalement, troisième point intéressant, peut-être que certains l'ont vu, mais il y a un mec qui avait publié un thread sur X du fait qu'il s'était fait appeler par OpenClaw alors qu'il avait jamais codé de fonction d'appel. Vraiment, littéralement appelé au téléphone, les gars. Alors oui, ça paraît une énorme dinguerie, t'as ta petite IA sur ton ordi, le truc qui finit par t'appeler au téléphone, mais en réalité, encore une fois, je vais vous démystifier tout ce bazar, hein. Comme je viens de vous le présenter, on peut avoir des déclencheurs automatiques, et donc par exemple, on pourrait lui dire, ok, tous les jours à 15h, vérifie l'état de mes serveurs et s'il y a un problème, appelle-moi. Et donc à 15h, tous les jours, l'événement va se déclencher, ça va être envoyé au gateway qui va lui-même transférer ça à l'agent. Et dans ce cas-là, imaginons que l'agent check le serveur, qui est un crash, et dans ce cas-là, son instruction c'est quoi? C'est appelle-moi. Et donc en l'occurrence, ce qui s'est passé, il me semble, c'est que l'agent est allé choper une clé API Trello, qui est un service en gros pour avoir un numéro de téléphone et appeler les gens, et il a appelé l'utilisateur avec. Oui, ça a choqué tout le monde parce que l'initiative est un peu folle, mais en fait, c'était très probablement juste une requête de l'utilisateur, et derrière, c'est juste une question de pouvoir qu'on confère à notre assistant. Ok les amis, on commence à comprendre, je l'espère en tout cas, le monstre. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de 2 autres projets, alors je vais pas revenir, rassurez-vous, en détail sur tous les projets, ça serait beaucoup trop long les gars, mais par contre, j'aimerais vous présenter les subtilités et les différences architecturales de ces 2 projets, en commençant par NanoClaw. Alors NanoClaw, c'est très simple, c'est la version sécurisée d'OpenClaw. En gros, l'idée c'est de se dire que donner accès à tout son ordinateur à un assistant personnel avec les pleins pouvoirs, c'est pas forcément la meilleure des idées, hein. Voilà, à partir du moment où le truc peut lancer des commandes, autant dire que ça peut vite déraper. Et donc NanoClaw, eux, ils se sont dit ok pour lui donner un max de liberté, mais par contre, pas sur mon ordi, on va créer ce qu'on appelle des containers. En gros, un container, c'est un peu comme un espace virtuel dans lequel il va être enfermé, ok, un peu comme une boîte au final. Et dans cette boîte, tu vas pouvoir lui choisir ce que tu as envie de lui partager. Donc des dossiers de travail, quelques fichiers, et voilà, c'est tout. Et donc ça permet que même si l'agent fait n'importe quoi et casse tout l'environnement, en fait, il va seulement casser la boîte, entre guillemets, ou l'environnement dans lequel il est, et ça va pas casser ton ordinateur. Donc si je devais résumer NanoClaw en un seul terme, ce serait que c'est un agent sandbox first, c'est-à-dire qu'il y a moins de features, mais par contre c'est beaucoup plus safe. Il travaille seulement dans des environnements virtuels, et le trade-off, c'est que par contre c'est un poil plus lent, puisque du coup il doit créer des containers à tort et à travers, et c'est un peu plus lourd à setup. Le deuxième, on passe direct à Nanobot. Alors Nanobot, c'est l'exact inverse, c'est l'école minimaliste. Et en fait c'est un mec qui en avait marre des dizaines de milliers de lignes de code d'OpenClaw, donc il s'est dit je vais créer ma propre IA, mais en moins de 4000 lignes de code. C'est ce qu'il a fait et ça a donné Nanobot. On a donc juste un noyau d'agent hyper simple, hyper modulable et surtout hyper rapide. Donc en fait c'est une version hyper légère et modulable d'OpenClaw. Et l'avantage c'est que ça fait vraiment une bonne base de système à modifier rapidement, à laquelle on peut rajouter des tools, rajouter peut-être certains choix architecturaux, sans se battre à partir d'une architecture ultra lourde. Le gros inconvénient c'est qu'on n'a pas toute l'orchestration ultra propre d'OpenClaw. C'est beaucoup plus simple et donc le truc est peut-être moins stable ou a une moins bonne gestion des tâches. Bref, voilà un peu les 2 autres systèmes, mais attendez, est-ce qu'on verrait pas un triangle apparaître? Non, pas ce triangle. Ce triangle. OpenClaw, c'est la richesse produit, l'orchestration et les fonctionnalités. NanoClaw, c'est la sécurité, l'isolation et l'agent dans une bulle. Quand Nanobot, c'est la vitesse, la simplicité et la base modulaire. La question se pose donc, pour Jarvis, comment est-ce qu'on assemble le meilleur des 3, le tout pour un agent ultra rapide? Eh bien, justement, on arrive au sujet ultime de cette vidéo,
ce qu'on en retient pour Jarvis. Déjà, il faut savoir que nous, on a une contrainte que ces 3 systèmes n'ont pas, c'est la vitesse. Le deuxième point, c'est la sécurité. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est finalement, ça me fait hyper peur de faire tourner OpenClaw sur mon ordi. J'ai trop peur qu'il casse tout. Et donc, on veut de la puissance, mais avec des barrières. Bref, voilà un peu nos contraintes. Et à partir de tous ces éléments, les gars, j'ai cook. Voilà, j'ai fait du cookage, comme on dit. Et voici l'architecture actuelle que j'imagine à partir de ces 3 repos, mais aussi de nos besoins et de ce qu'on avait imaginé. C'est parti. La première brique que je garde, c'est l'idée du gateway d'OpenClaw, mais qu'on va adapter plutôt version Jarvis. Nous, on veut pas un monstre qui pilote une plateforme entière, hein, on est bien d'accord, mais plutôt une sorte de contrôleur de trafic qui chargera de recevoir toutes nos entrées, peu importe d'où elles viennent, donc que ça soit ta voix, une image, un message Discord, un cron du matin, un webhook, peu importe, et transformer tout ça en événements uniques et propres. Donc jusque là, vous l'aurez compris, c'est un peu comme OpenClaw, mais par contre, c'est là que vient la subtilité que j'imagine. Notre différence doit se jouer au niveau de la gestion de la priorité. La voix doit passer avant tout, les gars. Toujours. La deuxième brique, c'est les sessions. Bon, là encore une fois, on va reprendre le système d'OpenClaw. Je redétaille pas ce que sont les sessions, vous avez compris. Ça permet d'éviter le chaos et d'avoir des conversations beaucoup plus qualitatives et précises sur des différents sujets. La troisième brique, c'est l'agent corps. Donc au final, ça c'est l'agent vraiment central. Ici, j'imagine reprendre plutôt le système de nanobot qui est beaucoup plus simple et modulable et l'adapter à notre sauce. Vous verrez justement les différents choix architecturaux qu'on peut faire dans la masterclass agent IA que je vais vous faire. Cependant, il y a quand même un système important que j'ai envie de mettre en place, c'est un système à 3 vitesses. En gros, ce que je veux, c'est qu'en fonction de la requête, elle puisse être traitée de 3 manières différentes. Déjà pour les requêtes instantanées, donc pour les questions toutes bêtes, je veux que l'agent réponde instantanément, ok, ça c'est classique. Pour les requêtes qui nécessitent un peu de réflexion, ça, c'est la deuxième catégorie. Je veux mettre en place un système où l'agent commence à répondre tout en utilisant des outils pour ensuite compléter sa réponse et ce qui permettrait d'avoir une réponse instantanée tout en permettant à l'agent de réfléchir. Et finalement, la troisième catégorie de réponse, ça va être pour les tâches lourdes. Et en gros, là, par exemple, si je lui demande code-moi un site web, forcément, je vais pas attendre sa réponse, hein. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer la tâche en arrière-plan. Il va me répondre instantanément, je confirme que c'est lancé. Et ensuite, l'idée, ce serait de mettre en place un système dans lequel il peut revenir vers moi une fois la tâche réalisée. Donc, que ce soit à travers une notification ou un vocal, un message, un système comme ça. Bon, voilà, c'est des choses qu'on va pouvoir définir, mais en tout cas, voilà. Ce système à 3 vitesses, je pense qu'il va être primordial pour garder toujours la vitesse de réponse la plus optimale possible et garder au final la fluidité dans la discussion. En termes de sécurité, ce que j'ai envie de faire, c'est reprendre un peu l'idée de NanoClaw et de ces systèmes de containers. Ce que je veux faire, moi, c'est trouver un juste équilibre où, par exemple, on pourra avoir un container principal qui reste là en permanence, mais dans lequel on aurait notre assistant qui travaille dedans. Et à côté, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que pour toutes les tâches un peu lourdes ou un peu dangereuses ou un peu complexes, par exemple coder un site web, il crée un container spécifique et ce qui va lui permettre d'avoir un environnement de travail dans lequel, voilà, s'il détruit tout, s'il télécharge un script dangereux, l'environnement, la boîte peut être détruite et on revient à notre container principal. Et enfin, pour la mémoire, pour l'instant, j'imagine garder le système d'OpenClaw. Cependant, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une 4e alternative d'OpenClaw qui apparemment utilise un système de mémoire ultra léger, donc c'est quelque chose que je vais approfondir. J'ai pas encore eu le temps de jeter un coup d'œil à ce système là, mais encore une fois, ça c'est plus un domaine évolutif, on va dire. Bref, la vraie complexité, ça va être de créer une architecture complète tout en ayant une vitesse d'exécution absolument abominable, voilà. Je vais travailler sur ça, je vais cook et je reviendrai vers vous une fois que j'aurai une architecture un peu avancée. D'ailleurs, si vous voulez faire partie du dev du projet, vous pouvez rejoindre le Discord, les gars, en description, voilà. En tout cas, on arrive au terme de cette vidéo dont l'objectif, vous l'aurez compris, était double. Déjà de vous expliquer comment fonctionnait OpenClaw parce que je pense que c'est intéressant de comprendre, au final, ses choix architecturaux et aussi de comprendre qu'en fait c'est vraiment pas compliqué les gars, mais également ce qu'on en retient pour Jarvis. Les règles du jeu ont changé aujourd'hui, ce qu'on attend d'un assistant personnel, je pense, est beaucoup plus important que ce qu'on avait imaginé précédemment. C'est à nous de nous adapter, peut-être que je vais me rendre compte que c'est beaucoup trop lourd pour un agent vocal et donc on va rechanger de stratégie. Pour le moment, je vais tenter d'implémenter ça en tout cas. Je vais lock-in les gars pour travailler sur ça. En parallèle, sachez que plusieurs d'entre vous me l'ont demandé, mais on continue bel et bien de travailler sur les lunettes les gars. Faut savoir qu'on a commandé la 3e version du PCB. Bon, je reviendrai très vite vers vous pour ça. Restez connectés parce que les choses commencent vraiment à prendre forme et qu'après on va pouvoir
assembler tout le système. Et là, ça va être ouf, les gars. On va commencer à avoir un début d'écosystème de malade. Bref, abonne-toi. Et sur ce, j'ai envie de te dire bisous.